Si tu as des douleurs sur le devant ou sur le côté de l'épaule et qu'elles se manifestent quand tu lèves le bras, quand tu fais de la musculation, de l'haltérophilie, du crossfit, du powerlifting ou lorsque tu lances une balle, bref, quand ton épaule est sous tension, il y a de grandes chances que tu en aies ras-le-bol d'être tout le temps gêné dans tes activités sportives, de plus lever des grosses barres parce que ça te fait trop mal, ou tout simplement d'avoir l'air d'un gros naze dans ce genre de situation. Aïe! On t'a peut-être dit que tu avais une tendinite de l'épaule, ou que tu souffrais d'un conflit sous-acromial avec une bursite, ou encore plus précis, une tendinite du supraépineux. Mais en réalité, c'est pas si simple. L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer ce que tu as en te présentant simplement les différentes problématiques qui peuvent être à l'origine de tes douleurs d'épaule et de te proposer un processus précis et personnalisé, étape par étape, pour que tu saches comment te débarrasser de tes douleurs et comment reprendre ton sport le plus rapidement possible en performant à ton plein potentiel. Mais surtout, comment éviter que les douleurs reviennent après seulement quelques semaines. Pour ça, je vais m'appuyer sur 3 choses. Tout d'abord, les dernières revues scientifiques. Ensuite, mon expérience de kinésithérapeute du sport, qui n'a pris en charge quasiment que des épaules depuis près de 10 ans maintenant. Et troisièmement, ma propre expérience personnelle, parce que oui, des épaules de patients, j'en ai soigné, mais j'ai aussi souffert de l'épaule gauche pendant près de 3 ans. Et j'ai fait pas mal d'erreurs que j'aimerais t'éviter de faire. Tout d'abord, on va faire un petit point d'anatomie pour que tu comprennes bien l'origine de tes douleurs et que tu évites la récidive. Dans une seconde partie, on parlera de diagnostic, afin de s'assurer que tu souffres bien d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et pas d'autre chose. Et reste bien là parce que tu verras que bien souvent, on se trompe. On parlera ensuite de toutes les thérapies possibles pour te débarrasser de tes douleurs, avec des preuves scientifiques pour appuyer mes propos, évidemment, et que tu saches si le professionnel de santé qui te suit est un bon ou s'il vaut mieux le fuir. Et enfin, je vais te révéler le processus en 3 étapes pour guérir définitivement ton épaule. Tu vas découvrir la meilleure solution pour t'en sortir. Tu vas trouver quel est ton propre problème grâce à un testing précis réalisable en autonomie, et tu verras qu'il n'y a pas besoin d'IRM ou de choses extrêmement chères pour ça. Tu sauras comment gérer la douleur, quels exercices réaliser, comment les doser de manière optimale et comment les faire progresser intelligemment. Franchement, c'est un cours complet, abordable par tous sur cette pathologie. Ouais, c'est aussi bien destiné aux kinésithérapeutes et aux professionnels du sport qu'aux sportifs, car tu me connais maintenant, j'adore vulgariser les faits scientifiques sans les dénaturer. Donc n'hésite pas à utiliser les chapitres dans la timeline de la vidéo. Je t'ai tout segmenté pour que ce soit plus facile pour toi. T'es prêt ? C'est parti. Juste avant de démarrer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications parce qu'on sort une vidéo banger comme celle-ci tous les dimanches. Et mets tout de suite un petit pouce bleu pour soutenir notre travail. C'est gratuit pour toi et ça nous permet de continuer à te proposer du contenu comme celui-ci. Fais-le maintenant parce que je sais qu'après tu vas oublier petit coquin. Pour commencer, petit point d'anatomie. C'est important que tu connaisses les tissus potentiellement impliqués dans ta douleur d'épaule car ça te permettra de mieux les cibler pour mieux guérir et éviter que les douleurs reviennent plus tard. Pour ça, j'appelle notre grand ami, tu le connais maintenant, Professeur Anatomix. L'épaule est une articulation complexe. On l'appelle d'ailleurs le complexe de l'épaule parce qu'elle est en réalité composée de 4 articulations distinctes. La glénomérale, peut-être la plus connue et importante qui relie l'humérus à l'omoplate. Maintenant on appelle ça la scapula. L'articulation scapulo-cérato-thoracique, ouais je sais, c'est pénible comme nom mais bon, qui elle correspond au plan de glissement entre la scapula et le grille costal. L'articulation acromioclaviculaire qui relie l'acromion, alias la partie pointue de la scapula, au bord latéral de la clavicule. Et l'articulation sternoclaviculaire qui est un peu loin de l'épaule, mais qui anatomiquement fait partie de ce complexe. En réalité, on ne se prendra pas la tête avec son implication dans les douleurs d'épaule dans cette vidéo, pas besoin de faire compliqué pour pas grand chose. Bon, évidemment, il n'y a pas que des os au niveau de l'épaule, ce serait immobile sinon. Il y a aussi des muscles qui nous permettent de la faire bouger. La liste est longue, mais on va faciliter les choses et distinguer 3 catégories de muscles, ceux qui concourent surtout à la mobilité et à la production de force de l'épaule, alias les 3 grands, grand dorsal, grand rond et grand pec, et le deltoïde. On pourrait aussi citer les chefs-longs du biceps et du triceps, ça ce sera pour la première catégorie. On a aussi les muscles qui concourent surtout à la stabilité de la tête humérale sur la scapula, alias la coiffe des rotateurs, qui est composée de 4 muscles clés. Subscapulaire devant, supraépineux au-dessus, infraépineux et petit rond derrière. Pour faire simple, leur rôle c'est d'aspirer la tête humérale contre la glène, la petite cavité latérale de la scapula qui accueille cette grosse tête humérale, pour la stabiliser en tout temps et à tout moment lors de nos mouvements. La coiffe, elle joue aussi un rôle sur les rotations de l'épaule. Bah ouais, sinon on ne l'appellerait pas la coiffe des rotateurs. Retiens que celui qui est devant, donc le subscapulaire, concourt à la rotation médiale et que ceux qui sont au-dessus et derrière concourent à la rotation latérale. Et enfin, les muscles qui vont faire bouger la scapula, trapèze et dentelé en priorité, et les rhomboïdes. Mais ces derniers ont plutôt un rôle postural, disons. Ces muscles sont très importants parce que la mobilité de la scapula concourt à 50% de la mobilité de l'épaule. Je te donne un pourcentage, mais en vrai c'est incalculable. Et il nous reste les tissus mous passifs
entre guillemets, donc ceux qui ne peuvent pas se contracter, bourses séreuses qui permettent d'absorber la chaleur induite par le frottement des tissus lorsqu'on bouge et qui améliorent donc le glissement des articulations, la capsule articulaire et les ligaments, ainsi que le labrum. Évidemment, tout ça c'est innervé par du tissu nerveux qui permet la conduction des ordres moteurs qui viennent du cerveau, mais aussi l'inverse, à savoir faire remonter au cerveau les sensations périphériques. La nociception, la chaleur, le mouvement. Et tous ces nerfs, ils viennent se brancher au système nerveux central en passant par les cervicales, pour faire très simple. Retiens bien ça, ça va nous servir pour plus tard. Et une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est grave docteur? Bon, c'est une question très fréquente de la part de nos patients. Ils arrivent au cabinet et ils nous disent « Ah bonjour, moi j'ai une rupture transflexion du supraépineux. Tenez, voilà mon ordonnance. » Et nous, on doit ramer pour expliquer que c'est pas forcément grave. Non mais attends, ça va pas, une rupture tendineuse, comment tu peux me dire que c'est pas grave? Attends, je t'explique. Je vais repartir rapidement sur l'anatomie de l'épaule. T'inquiète, on n'en a pas pour longtemps. Alors rentrons un petit peu plus en détail à l'intérieur de la coiffe des rotateurs. La tâche distale du supraépineux, elle est très peu vascularisée. C'est sûrement pour ça que des changements dégénératifs fréquents ont lieu sur ce tendon. Dégénératif, ça veut dire que ça s'use un peu tout seul avec la vieillesse, quoi. Comme les rides. Le subscapulaire, lui, il semble moins vulnérable aux changements dégénératifs que les autres tendons de la coiffe. En 1993, Burkhardt a introduit les termes câble et croissant des rotateurs. Ce câble des rotateurs, c'est un prolongement du ligament coraco-huméral, et il s'étend de la petite tubérosité à la grande tubérosité. Il se confond également en avant avec le subscapulaire et parfois avec la partie antérieure du tendon supraépineux. Il fusionne aussi avec les fibres les plus profondes de l'infra ou les fibres antérieures du petit rond. Bon, en gros, c'est un tissu très fibreux qui relie toute la coiffe. Sa fonction principale, c'est donc de distribuer les forces à travers le complexe de la coiffe des rotateurs. Cette explication, elle peut te paraître un peu pénible, mais c'est primordial, car ce câble, il permet à la coiffe des rotateurs de rester fonctionnelle en cas de rupture partielle ou complète. Le croissant des rotateurs, lui, c'est un fin feuillet qui termine la coiffe des rotateurs à son extrémité. C'est une zone avasculaire, je peux te le traduire par une zone qui ne reçoit pas de sang, donc pas de nutriments, et qui a donc une capacité de cicatrisation quasi nulle. Du coup, elle peut s'abîmer facilement en cas de lésion. Donc pour faire simple, hein, le croissant des rotateurs, il serait plutôt par ici, vraiment distal, et un peu plus proximal, on aurait évidemment le câble des rotateurs par là. Et ces deux structures sont interdépendantes. Le câble, il a un effet de protection contre les contraintes sur le tissu plus fin du croissant, en répartissant les forces sur l'ensemble de la tête humérale. Tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, il semble que les individus plus âgés aient un câble des rotateurs bien plus épais que le croissant, alors que les individus plus jeunes ont un croissant plus épais que le câble. Donc en gros, le croissant se transforme en câble tout au long de notre vie pour pallier un vieillissement normal de la coiffe des rotateurs et pour nous permettre de nous adapter malgré les lésions qui peuvent probablement se développer de manière naturelle sur les tendons au fil des ans. Le corps humain, il est incroyable. Revenons-en à notre rupture de coiffe. Selon Milgrom, aux alentours de 70 ans, 2 personnes sur 3 ont une rupture de coiffe sans douleur. L'équipe de Moosmeyer en 2019 a fait passer des imageries à 420 personnes qui n'avaient pas de douleur à l'épaule. 32 personnes, donc environ 8% des participants, avaient des ruptures d'un tendon de la coiffe des rotateurs. La prévalence augmentait avec l'âge, de 50 à 59 ans 2%, de 60 à 69 ans 6% et de 70 à 79 ans 15%. La rupture était au niveau du tendon du supraépineux dans 80% des cas, et encore une fois, ces personnes n'avaient aucune douleur. D'ailleurs, les patients qui se font suturer leur rupture de coiffe sont pour la plupart bien améliorés après leur opération. Mais on se rend compte que chez un pourcentage de patients assez variable, la suture n'a pas tenu. Le taux de re-rupture après chirurgie varie de 11 à 94%. Alors c'est une fourchette très large, c'est même un râteau, mais ça montre bien que la réparation du tendon n'a pas forcément une incidence majeure sur les douleurs, ou du moins que ce n'est pas que la suture qui permet de diminuer ces douleurs. Donc en soi, il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur la rupture, car comme je te l'ai expliqué, l'épaule est composée d'un grand nombre de tissus. Et la coiffe des rotateurs, grâce au câble des rotateurs entre autres, elle est capable de tenir la route si un des tendons qui la composent est abîmé. Et d'ailleurs, si on a un tendon abîmé, faut-il se faire opérer ou la rééducation suffit? Eh bien, si on regarde la méta-analyse de Longo parue en 2021, donc le plus haut niveau de preuve scientifique, il semble qu'il n'y ait pas de différence entre les deux techniques sur le moyen et le long terme, en ce qui concerne la fonction et la douleur. La revue de littérature de Narvani parue en 2020 allait déjà dans le même sens. Attention, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas se faire opérer. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On voit juste que sur un grand panel de patients, chacun étant unique, les résultats sont similaires. Mais peut-être que certains du groupe chirurgie n'auraient pas bien répondu à la rééducation et vice-versa. À ta place, je serais très précautionneux sur l'interprétation de ces données. C'est très dur de tirer une conclusion vraie à 100% actuellement. Donc, be careful. S'il y en a plusieurs, c'est parfois plus complexe. Et il y en a surtout un qui doit absolument rester sain et qui d'ailleurs s'abîme très peu avec l'âge, c'est le subscapulaire. Donc comme je t'ai dit, si on le voit bien, le subscapulaire, il représente plus de 50% du volume de la coiffe et il génère plus de 50% de la force produite lors de l'activation de la coiffe pour stabiliser l'épaule. On voit vraiment qu'il prend toute la place sur la scapula en antérieur.
Comme je t'ai dit, il fait 50% du volume total de la coiffe et il génère plus de 50% de la force produite lors de l'activation de la coiffe pour stabiliser l'épaule. Il a tendance à moins subir les dégâts liés au vieillissement que les autres tendons de la coiffe, mais si jamais ton patient a eu un traumatisme qui te fait suspecter une lésion du subscapulaire, attention au traumatisme en extension et rotation latérale d'ailleurs, genre comme ça, tu dois absolument réaliser ces tests pour t'assurer de son intégrité, même si leurs qualités métrologiques sont discutables. Ici, le Beer Hug Test. Ensuite, un test où je demande à Simon de faire de la rotation interne et en même temps de pousser contre ma main avec son coude en abduction. Ensuite, le Belly Press Test. Et ensuite, le test de Gerber en lift-off. Voilà pour les tendons. Il nous reste le cas de la bourse sous-acromiale à traiter. La fameuse bourse qui s'inflamme et qui t'amène une bursite. Tu connais? La bourse sous-acromiale, c'est une structure importante qui est souvent mise en cause dans la douleur des patients souffrant de l'épaule. De nombreuses études ont montré que la bourse sous-acromiale est richement innervée. En gros, l'approvisionnement en nerfs de la bourse est significativement plus dense que celui des autres tissus. La bourse, elle a un rôle de lubrification, de refroidissement et de diminution des contraintes de friction lorsqu'on bouge le bras. On sait pas trop pourquoi la bourse devient inflammatoire. Il semble que c'est un ensemble de choses. Une prédisposition, des facteurs de risque, comme une hygiène de vie discutable, et un manque de tolérance à la contrainte, donc une faiblesse en gros de l'épaule. Mais du coup, pourquoi a-t-on mal à l'épaule? Je suis sûr que tu as déjà entendu la théorie du conflit sous-acromial. Ce conflit, il a été introduit par un chirurgien américain en 1972, Charles Neer, et il est aujourd'hui de plus en plus questionné. Le conflit sous-acromial représenterait un accrochage mécanique entre l'acromion et les structures sous-acromiales, donc la coiffe et la bourse, lors du mouvement, surtout en élévation antérieure et en abduction. Anatomiquement, le contact entre les structures sous-acromiales et l'acromion est logique et obligatoire. Il n'y a pas de vide sous-acromial lors des mouvements. Donc effectivement, ça se touche bien. Neer a donc inventé une opération pour diminuer ce contact. Cette opération, c'est l'acromioplastie. L'idée, c'est de fraiser l'os et donc d'augmenter l'espace sous-acromial pour qu'il y ait plus de volume en dessous. Malheureusement, quand on compare l'efficacité de cette opération par rapport à une opération placebo, donc une opération où on fait croire au patient qu'on lui fait la même chose, mais où on ne lui fait rien, les résultats sont similaires. Ce n'est donc pas parce qu'on augmente l'espace sous-acromial que les gens vont mieux. Cette théorie du conflit sous-acromial, elle n'est donc pas vraiment entendable. C'est pas simple l'épaule. Pour résumer, ce qui semble ressortir, c'est que les douleurs sont liées à un manque de tolérance à la contrainte, donc une inadéquation des capacités tissulaires par rapport à la charge qu'on applique sur l'épaule. Actuellement, les experts du sujet affirment que les douleurs d'épaule non traumatiques sont principalement causées par un changement ou une augmentation inhabituelle, excessive, rapide et détectable de la charge qu'on impose à cette épaule. Et je pense que tu connais la solution à ce problème, dont on va parler dans quelques minutes. Bon, on a bien fait le tour au sujet de l'anatomie et des pathologies liées au tendon de la coiffe des rotateurs, mais pour bien rééduquer ton épaule, il faut déjà être sûr que ta douleur d'épaule est bien due au tissu de ton épaule. Oh mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Une douleur d'épaule qui est pas due à l'épaule? Non mais on va où là? Attends, je te prends un autre exemple. Imagine que tu es face à quelqu'un qui a mal à l'arrière de la cuisse. Tu te dis bon, il y a quoi à l'arrière de la cuisse? Les ischios? Ok. Tu lui proposes donc une thérapie ciblée sur les ischios. Facile. Mais en réalité, il s'avère que cette personne a une lombalgie irradiante type sciatalgie. Bah ouais, le nerf sciatique chemine à l'arrière de la cuisse et peut être mécanosensible. C'est pas logique de ne bosser que ses ischios comme si ses ischios étaient problématiques, non? Et bien souvent, c'est le même problème pour l'épaule. Et ouais, si on s'attarde 30 secondes à l'anatomie, on voit bien que les racines nerveuses du membre supérieur cheminent depuis le rachis cervical jusqu'au bout des doigts. Je te l'ai dit tout à l'heure quand on parlait d'anatomie. Les racines nerveuses de C4 à C6 innervent la coiffe des rotateurs. Elles concourent à la sensibilité du cou et de l'épaule, et évidemment au niveau du bras aussi. Et un nerf peut être sensible et générer des douleurs irradiantes. Un muscle peut aussi provoquer des douleurs projetées. Le cas du trapèze supérieur est évidemment facile à comprendre, et c'est un très bon exemple. Et clairement, dans nos cabinets, il y a énormément de patients qui viennent avec des douleurs d'épaule ou des douleurs au niveau du rachis cervical. Selon l'équipe de Carton, on retrouve entre 15 et 25% de douleurs d'épaule dans la population générale, et de 14 à 24% de douleurs cervicales sur cette même population. Ça fait quand même beaucoup, et c'est surtout des chiffres très proches, qui au final font un petit 50% quand on les additionne, comme les chiffres dont je vous ai parlé avant. Comme par hasard, c'est comme par hasard, hein, comme par hasard. Si on va un peu plus loin, on se rend compte que les douleurs cervicales sont souvent associées et donc mélangées aux douleurs d'épaule selon Libardoni. Le fait d'avoir une douleur cervicale est associé à une douleur plus importante de l'épaule par rapport à ceux qui n'ont pas mal au cou, de 40 sur 100. Bon, tous ces chiffres, c'est sympa, mais ça ne nous aide pas vraiment à savoir si la douleur vient vraiment de l'épaule ou plutôt de la colonne. Et bien en 2020, l'équipe de Katsura nous a pondu cette revue qui est assez exceptionnelle, malgré quelques limites, car elle s'adresse plus aux médecins qu'aux kinés, en utilisant du diagnostic via des méthodes invasives. Premier point clé, une mécanosensibilité du tissu nerveux, un problème discal, un problème au niveau des facettes ou même des tissus mous paravertébraux de C3 à C7,
peut causer une douleur postérieure au niveau de l'épaule et même latérale. Mais dans l'autre sens aussi, il semblerait qu'une douleur d'épaule provenant vraiment de l'épaule puisse légèrement irradier sur le trapèze supérieur, ce qui semblerait indiquer que le trapèze supérieur est un peu trop surchargé et souvent trop faible, mais ça, c'est un autre sujet. Ah, c'est un peu relou, hein, parce que ça nous permet pas d'être catégorique. Et ouais, le corps humain n'est pas si simple. Second point clé, les douleurs type des syndromes douloureux d'origine sous-acromiale semblent plus prononcées la nuit. Troisième point clé, les douleurs d'origine cervicale ont tendance à irradier assez loin au niveau du membre supérieur, donc plus bas que le coude. Ça veut pas dire que les douleurs cervicales descendent toutes sous le coude, mais plutôt que s'il y a une douleur sous le coude, c'est que le rachis cervical est automatiquement impliqué. Intéressant. Mais que faire après avoir évalué ces symptômes et leur distribution? Eh bien, les auteurs nous expliquent que d'un point de vue médical, les infiltrations diagnostiques peuvent être utilisées pour isoler les sources de douleur et spécifier d'où vient la douleur, évidemment avec le placebo qu'elles amènent. Donc en gros, on pourrait réaliser une infiltration au niveau du rachis cervical ou une infiltration sous-acromiale et voir si les douleurs diminuent. Mais bon, en tant que kinésithérapeute français, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ah, c'est pénible, hein, et ça ne répond pas précisément à la question épaule ou cervicale. Malheureusement, en 2024, pour le moment, je ne peux pas te donner plus d'informations pour dissocier les deux problématiques. Si je te donne mon point de vue plus pragmatique de praticien, il y a aussi deux questions ultra importantes à poser aux patients, selon moi. Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà eu mal au cou? Ensuite, tournez la tête vers la droite, la gauche, mettez la tête en arrière, vers l'avant, sur le côté droit, sur le côté gauche. Est-ce que ça tire? Est-ce que vous vous sentez bloqué? Ça vous prend 1 minute, montre en main, et ça vous communique déjà de belles informations. Et oui, car on sait que par exemple, si le patient a mal au cou lorsqu'il incline la tête du côté douloureux ou qu'il est incapable d'effectuer une rotation cervicale supérieure à 60 degrés, peu importe le côté, une radiculopathie cervicale est probablement présente selon Weiner et son cluster bien connu. Maintenant, que fait-on chez les patients qui présentent des douleurs mixtes qui semblent provenir de l'épaule et des cervicales? La rééducation du rachis cervical semble plus pertinente de prime abord, car on obtient des modifications plus rapides en bien ou en mal en aigu, donc je te conseillerais de commencer par les cervicales. Ok, donc tout ça c'est cool, mais concrètement, sur quoi on part en rééducation après? Parce que c'est bien d'avoir un super bilan tout beau et bien complet, mais qu'en fait-on si la problématique vient effectivement du rachis cervical? On sait que le traitement de référence pour les pathologies non traumatiques du rachis cervical, c'est un traitement avec une approche bio-psychosociale qui se base sur la remise en charge avec des exercices adaptés, un peu de thérapie manuelle si besoin, et une éducation du patient vis-à-vis de ses douleurs et de son mode de vie, selon la grosse revue de Corp parue en 2021. Bref, on va pas se mentir, hein, c'est ce que vous faites, vous, les kinés au cabinet. Du moins, j'espère. Mais il existe des méthodes de rééducation qui répondent à ces guidelines, qui fonctionnent plus rapidement que ce qu'on utilise habituellement. Et surtout qui vous permettent de faire adhérer immédiatement vos patients aux thérapies actives. Et ça, c'est génial. Mais pour pouvoir les mettre en place, il faut pousser son bilan du rachis cervical un peu plus loin que ce que nous venons de voir, pour avoir une idée de la modification des symptômes lorsque la personne bouge de telle ou telle manière. Pour ça, je t'ai créé un petit guide complètement gratuit. Tu peux le télécharger directement dans la description. Plus de perte de temps inutile, pas de blabla, que du concret. Et si tu veux aller plus loin, je t'apprends tout en détail dans notre formation sur la rééducation de l'épaule. Quelque chose d'applicable directement au cabinet avec tes patients. Encore une fois, tu peux y avoir accès directement en cliquant sur le lien qui va s'afficher ici, en haut à droite de l'écran ou dans la description. Pour résumer, si ta douleur ou celle de ton patient irradie sur le cou, plus bas que le coude ou sur la partie postérieure de l'épaule, ça sent les cervicales, même si on n'en est pas certain à 100%, et tu te dois donc d'évaluer cette partie de la colonne pour voir si jouer dessus modifie les symptômes ou pas. Bien, revenons-en aux douleurs liées directement au tissu de l'épaule. Qu'est-ce qui fonctionne pour les traiter? On va commencer par les thérapies passives avec un grand classique en cabinet de kiné, les ultrasons. Je t'explique l'idée derrière cet outil improbable. L'ultrasonothérapie repose sur un principe physique élémentaire apparemment. Il s'agirait de stimuler les tissus en profondeur grâce aux vibrations de certains sons imperceptibles pour l'ouïe humaine, même si moi j'ai des grandes oreilles. Et ça aurait une action antalgique, décontracturante, anti-inflammatoire, défibrosante. Tout ce baratin, il reste ultra théorique. En réalité, on sait pas ce qui se passe. Selon la revue de littérature de Peters, parue en 2020, eh bien c'est aussi efficace qu'un placebo. En gros, si t'es kiné et que tu en as un, tu peux l'utiliser branché sur le courant ou débranché, t'auras les mêmes résultats. Donc, je ne recommande évidemment pas. Deuxième grand classique, l'électrothérapie. Quelle est l'idée derrière? Le but, c'est théoriquement de pirater le système nerveux. Le stimulus électrique de l'appareil d'électrothérapie va s'ajouter à ceux qui transmettent déjà les messages dans notre corps. Donc là, on va surtout parler de nociception. Et ça va jouer un peu un rôle dessus pour potentiellement les modifier. Le but de ces courants électriques, c'est de stimuler le système inhibiteur du système nerveux central et donc d'inhiber la douleur. Mais la question, c'est est-ce que ça fonctionne? Une revue de littérature de la Cochrane a regroupé 47 études, soit 2388 participants. Et les conclusions sont claires. Pour les douleurs en lien avec la coiffe des rotateurs, l'électrothérapie
n'apporte aucun bénéfice supérieur à un traitement placebo. Donc clairement, on ne peut pas recommander son utilisation comme seul traitement. Donc si ton kiné ne te fait que ça, change vite de kiné. La laser thérapie. L'idée, c'est d'appliquer une lumière de laser sur la zone douloureuse, tout simplement. D'un point de vue purement commercial, je cite, dans les cas de douleur à l'épaule de nature musculaire, la laser thérapie est excellente pour apaiser la douleur et l'inflammation. Allez, on passe vite dessus, c'est vraiment inefficace comme le montrent ces 6 études sur le sujet et en plus c'est super cher. Maintenant, le taping. L'étude de De Oliveira était très intéressante parce qu'ils ont comparé 2 groupes de personnes avec des douleurs d'épaule similaires qui suivaient une rééducation classique. En plus de ça, un groupe avait du tape et l'autre n'en avait pas. Au final, les 2 groupes se sont améliorés de la même manière au niveau des symptômes et des limitations fonctionnelles à 3 semaines, 6 semaines, 12 semaines et 6 mois. Donc clairement, pas de différence statistiquement significative. Mais là, je vais dériver un peu et te donner mon avis, à prendre avec des pincettes encore une fois. Je ne détiens absolument pas la vérité. Si ton patient est persuadé que le tape va lui faire du bien, franchement, pour le temps que ça prend et le prix que ça coûte, vas-y, tu peux en utiliser de temps en temps en n'exagérant pas les bénéfices que tu expliques au patient vis-à-vis de cette bande de tissu. Parce que franchement, si le patient kiffe, ça ne peut que lui faire du bien. Sur le court terme, certes, mais ce sera un atout en plus pour embrayer sur des thérapies plus efficaces et puis ça coûte pas cher. Allez, dernière thérapie passive, le massage. Est-ce que le massage de l'épaule permet de diminuer les douleurs? Selon ce papier de Van den Dolder, on voit clairement que le massage de l'épaule améliorerait la fonction, la douleur et les mobilités. Certes, ce n'est qu'une seule étude, et si on va plus loin et qu'on regarde la revue systématique de Bervots parue en 2015, avec 26 études et 2565 patients, eh bien c'est pareil. Ça semble être très intéressant pour diminuer la douleur et améliorer la fonction. C'est donc une thérapie intéressante car elle est très facilement réalisable et très peu chère. Allez, je t'en rajoute une dernière pour le plaisir, on va parler du dry needling. Le dry needling, c'est de la poncture sèche sur un trigger point. En gros, on vient planter une aiguille dans le muscle pour faire céder une zone en contraction permanente, donc une zone de tension musculaire. Premièrement, les triggers traités à la main pour les douleurs d'épaule, selon l'étude de Sons parue en 2016, semblent très intéressants à court terme en ce qui concerne la douleur et la fonction. Et secondo, pour le dry needling, eh bien, selon l'étude de Kamali parue en 2018, ça fonctionne aussi pour diminuer la douleur quand on pique infraépineux ou trapèze supérieur, mais ça fonctionne autant que les triggers faits à la main. Donc ces méthodes semblent pertinentes sur le court terme pour, encore une fois, embrayer sur une thérapie qui fonctionne mieux sur le long terme. Et évidemment, je parle des thérapies actives. Maintenant, on va regarder ce que donnent les exercices de remise en charge. Bon là, on est sur des preuves costauds de chez costaud. Selon Jenas, sur le court et sur le long terme, les exercices permettent de diminuer les douleurs d'épaule. Selon l'étude de Santello, des exercices réalisés à la maison en autonomie par le patient sur 2 mois sont très efficaces pour diminuer les douleurs. Et selon la revue de littérature de Liu, donc un papier avec un peu plus de poids, eh bien, pareil, le travail en autonomie à la maison est tout aussi efficace qu'un travail au cabinet en ce qui concerne les rééducations avec des exercices. Tu peux donc te sortir de tes problèmes à distance, comme chez Training Therapy. Mais une question reste toujours en suspens. Comment gérer la douleur ? Souvent, lorsqu'on fait les exercices, on a un peu mal. On a tous déjà entendu parler de la règle de non-douleur. Au minot, quand tu vas chez le kiné, il faut surtout pas qu'il te fasse mal. Eh bien, c'est pas si sûr. Une revue de littérature de 2017 a en effet recensé les études qui, au péril de la vie de leurs patients, ont tenté la rééducation avec douleur admise. Il y avait 9 études pour un total de 385 patients. Les tortionnaires leur faisaient subir une rééducation de 8 à 12 semaines pendant laquelle la douleur était tolérée, voire encouragée. C'est moche la science parfois, hein. Pour ne pas se retrouver avec un procès sur le dos, l'échelle visuelle analogique était utilisée et le pauvre patient pouvait aller jusqu'à une douleur de 5 sur 10. 0 étant aucune douleur et 10 étant une douleur insupportable. 5 sur 10, aïe. Les patients ont quasiment tous présenté les mêmes résultats que leurs homologues du groupe témoin, un groupe qui suivait une rééducation sans douleur. Donc pour conclure simplement, la rééducation avec la douleur pendant les exercices n'est pas dangereuse. Elle est même tout aussi efficace que sans, sinon plus. Et oui, car à court terme, les patients qui avaient de la douleur pendant les exercices étaient plus rapidement moins douloureux, tout en l'étant plus pendant leur séance. Tu me suis ? J'ai rien compris. En résumé, non seulement la douleur n'est pas un frein dans la rééducation, mais elle présenterait même des bénéfices. Oh mais comment tu expliques ça? D'abord, l'hypothèse de la charge. Pour atteindre ce fameux 5 sur 10, les patients sont obligés de charger plus que pour un exercice non douloureux. La réponse du tissu et de l'organisme se ferait donc en fonction de cette dose qui serait significativement supérieure par rapport à un 0 sur 10, tu t'en doutes. Plus de charge, plus d'adaptation du tissu, moins de symptômes, logique. Ce qui nous amène à la gestion de la charge. Comment gérer de manière optimale la charge que tu imposes à ton épaule pour une guérison au top, sans risque de récidive? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre qui est à la base de tout le processus. Comment apparaissent les tendinopathies de la coiffe
ou les bursites dont on a parlé tout à l'heure. C'est très simple. Lorsque tu t'es entraîné trop vite, trop fort, trop longtemps, ou tout simplement que tu en as fait trop par rapport aux capacités de tolérance des tissus de ton épaule, et que tu as donc dépassé les capacités de récupération de ces derniers, résultat, tes tendons deviennent irritables et douloureux. Par exemple, moi à l'époque de ma tendinopathie de coiffe, je faisais énormément de gymnastique suspendue pour être meilleur en muscle-up et réussir à mieux les cycler. Et comme un idiot, j'ai fait de la gym à haut volume et à haute intensité un jour sur deux. Pour ceux qui connaissent pas les muscle-up, c'est ça. Donc grosse tension sur l'épaule, grosse amplitude et grosse vitesse. Tout ce qu'il faut pour stresser le tissu tendineux. En réalité, la gym c'est un sport génial, mais tu ne passes pas de 0 gymnastique à 4 ou 5 séances par semaine en un mois. C'est une très mauvaise gestion de la charge. Et j'en ai fait les frais. J'ai commencé à avoir mal, mais je ne m'écoutais pas car mon envie de progresser était plus forte que ma douleur. Mauvaise idée, j'en ai clairement fait trop par rapport à mes capacités de récupération. Et à partir de ce moment-là, t'as deux choix. Soit tu t'arrêtes de t'entraîner et c'est probable que tu aies moins mal, soit tu continues à forcer et tu n'auras pas moins mal, soit tu continues à t'entraîner en dosant intelligemment et tu adaptes les choses. Si tu choisis la première solution, tu auras effectivement moins mal dans la vie de tous les jours, et encore, c'est pas certain. Mais dès que tu vas reprendre l'entraînement, que ce soit 2 semaines ou 3 mois après, tu auras toujours mal. Tu auras peut-être même encore plus mal. Pourquoi? Parce que ton tendon, il se sera totalement désadapté et l'épaule, elle est très capricieuse, tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est évident, si tu ne le charges plus du tout, il va devenir tout faible, le pauvre. Et dès que tu vas te réentraîner, bah tu vas pas vouloir faire juste 10 pompes ou faire des rotations externes à l'élastique léger. Non, tu vas vouloir reprendre à ton ancien niveau. Sauf que ton tendon, lui, il peut pas, vu qu'il est devenu tout faible. Tu as donc bien compris que pour s'adapter de manière appropriée, il s'agit souvent d'en faire ni trop, ni pas assez. Il faut doser intelligemment et c'est souvent ça le plus difficile. Après, je veux pas te faire la morale, hein. Quand on a la croyance que la douleur est mauvaise et dangereuse, et donc indirectement que le repos est bénéfique, tout en utilisant la diminution de la douleur comme principal critère de réussite de la rééducation, eh bien on peut pas vraiment s'en sortir. Et là je vais casser un mythe. La rééducation de la tendinopathie de la coiffe, elle est souvent longue. Elle prend généralement 6 mois. Attention, ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes le sport pendant 6 mois. Hein. C'est même tout le contraire que tu dois faire. Dans la dernière partie de la vidéo, je vais te partager tous les critères de retour au sport, donc reste bien jusqu'à la fin. Et de toute façon, je préfère ne pas te mentir. Les symptômes vont fluctuer d'un jour à l'autre. Ça peut te démotiver, et d'ailleurs ça m'a personnellement parfois démotivé à l'époque, mais il faut donc plutôt te concentrer sur la fonction et pas uniquement sur la douleur. Alors oui, évidemment, il faut toujours surveiller cette douleur afin de doser l'intensité de tes exercices et ton niveau d'activité. Mais fie-toi surtout à ta fonction. Un exemple assez simple serait de passer de 3 séries de 10 répétitions au développé couché, coté à 3 sur 10 à la fin de la séance, à 5 séries de 15 répétitions à la même charge avec une douleur à l'épaule cotée à 3 sur 10 à la fin aussi. C'est un progrès significatif, même si la douleur peut, d'un point de vue mathématique, rester la même. Mais objectivement, elle s'améliore parce qu'il te faudra un plus gros volume et une plus grosse intensité d'activité pour atteindre le même niveau de douleur. Rappelle-toi, l'un des principaux objectifs de la rééducation, c'est de restaurer la fonction. Pour résumer tout ça, je vais te donner 4 règles à respecter au sujet de la gestion de la charge et de la douleur. 1. Il faut qu'elle soit supportable, donc te donner un chiffre, ce serait trop biaisé car chacun interprète les choses à sa manière. Ça se trouve, 6 sur 10 pour moi, c'est énorme et ça correspond à 2 sur 10 pour toi, qui trouve ça ridicule, donc garde en tête ce critère supportable. 2. La douleur ne doit pas perturber ton sommeil la nuit qui suit ta séance. On va d'ailleurs parler de la récupération dans quelques secondes. 3. La douleur ne doit pas être plus importante que la veille au réveil le lendemain matin de la séance. Et enfin, 4e point, tu dois progresser si tu dézoomes un peu la situation et que tu vois tes progrès de semaine en semaine. Mais parfois, à trop jouer à l'apprenti sorcier avec la douleur, on en fait trop. Si après la séance, à chaud, ça va, mais que tes symptômes s'aggravent considérablement le lendemain, ça indique que tu en fais trop et que tu devrais potentiellement ralentir un peu. Après, si t'as passé la nuit sur Snapchat et que t'as pas dormi, tu sais ce que tu dois améliorer pour avoir moins mal. On rigole, mais vraiment, faut pas négliger ce point, optimise ta récupération. D'ailleurs, si tu veux des conseils d'experts à ce sujet, je t'ai préparé un guide qui est juste parfait pour ça. C'est le guide de la récupération, un document totalement gratuit pour t'aider à mieux récupérer. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste ici ou dans la description. Comme un athlète de haut niveau, tu t'entraînes. Bon là, c'est pas pour aller aux Jeux Olympiques de cet été à Paris, mais pour ne plus avoir mal à l'épaule. C'est un peu moins stylé. Et comme tu t'entraînes, tu récupères. Parce que oui, sans récupération, pas de progression. T'imagines bien que notre cher Kevin Mayer, il ne fait pas que courir et lancer un javelot toute la journée. Il fait aussi des siestes, des bons repas de qualité avec plein de protéines, bon pas trop non plus, faut pas acidifier le milieu, des massages de récupération, bref, il gère sa récup de manière aussi importante que son entraînement. Et la gestion de la charge d'entraînement, ça se réfléchit. D'ailleurs, petit disclaimer, tout ce que je t'ai dit jusque-là, et la suite de la vidéo aussi, ne correspond pas à ce qu'on doit faire sur une épaule instable, sur une pathologie de l'acromioclaviculaire, ou sur une épaule raide, a.k.a. la capsulite. Même si ce terme est un petit peu faux, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur ces pathologies, n'hésite pas à me le dire. Bon, on a discuté longtemps pour que tu comprennes les bases.
C'est sympa, mais maintenant, que fait-on concrètement en rééducation? Dans cette partie, je vais t'expliquer comment doser les exercices de manière optimale, lesquels réaliser en fonction de tes symptômes et comment les faire progresser intelligemment. D'abord, il va falloir te tester pour savoir quels muscles clés de l'épaule sont faibles ou manquent d'activation. Sur ces testings, on va rechercher soit de la douleur par rapport au côté opposé lorsque tu fais le mouvement, soit un manque de force par rapport au côté opposé lorsque tu fais ce même mouvement. On va commencer avec l'infraépineux, tu vas te mettre debout contre un mur, tu vas serrer un petit objet contre ton tronc avec ton coude pour limiter l'activation du deltoïde postérieur et tu vas pousser progressivement contre le mur sur 3 secondes et tu vas maintenir la contraction maximale pendant 2 secondes. Est-ce que tu te sens plus faible? Est-ce que tu as mal? Si c'est le cas, il sera important de désensibiliser ta coiffe postérieure. Pour le supraépineux, il faut que tu trouves quelque chose contre lequel tu vas pousser bras tendus. Une barre dans un rack, ça fait l'affaire, ou alors tout simplement une table si tu es chez toi. Bon, faut que tu te mettes à genoux, quoi. Tu te mets dans le plan de la scapula, donc le bras légèrement vers l'avant et à 90 degrés d'abduction, et tu vas pousser progressivement contre le support pendant 3 secondes, puis tu vas maintenir la contraction maximale pendant 2 secondes. Pareil, est-ce que tu te sens plus faible? Est-ce que tu as mal? Si c'est le cas, il sera important de te désensibiliser sur ce pattern de mouvement. Pour le dentelé, on va commencer avec de la protraction en chaîne ouverte. Je te conseille d'utiliser un poids de 4 à 10 kg en fonction de ta force. Si tu n'as pas de soucis sur celui-là, passe au second niveau. Le niveau 2, c'est des plus push-up unilatérales. Est-ce que tu te sens plus faible? Est-ce que tu as mal? Si c'est le cas, il sera important de réactiver ton dentelé intérieur. Et dernier muscle, le trapèze inférieur. Comme pour le supraépineux, il faut que tu trouves quelque chose contre lequel tu vas pousser bras tendus en Y à 160 degrés d'abduction. En te mettant sur un banc, pousser contre une barre dans un rack fera l'affaire. Tu vas pousser progressivement contre le support sur 3 secondes, puis tu maintiens la contraction maximale pendant 2 secondes encore. Est-ce que tu te sens plus faible? Est-ce que tu as mal? Si c'est le cas, il sera important de réactiver ton trapèze inférieur. On pourrait rajouter d'autres muscles en testing, mais c'est déjà assez compliqué comme ça, je pense. Et surtout, c'est souvent un de ces 4 muscles qui pose problème. Maintenant que tu sais sur quels exercices tu dois mettre l'accent, je vais te présenter les progressions d'exercices pour augmenter la capacité de tolérance de ces différents tissus à réaliser de manière évidemment progressive. Souvent, on conseille l'isométrie pour diminuer les douleurs liées aux tendinopathies. Et effectivement, si on regarde les résultats de cette étude de Lim parue en 2018, on voit que c'est le cas, hein. L'isométrie diminue la douleur. Mais c'est une étude sur le genou. Malheureusement, sur l'épaule, on n'a pas grand-chose. À l'heure actuelle, l'équipe de Rodriguez da Silva Barros est en train de tester un protocole où on compare l'efficacité de l'isométrie versus les exercices dynamiques sur la tendinopathie de la coiffe. Dès que les résultats sortiront, j'en ferai une vidéo sur Instagram. Pense d'ailleurs à t'abonner à notre Insta si tu veux pas louper ça. Imaginons que ça serve autant au niveau de l'épaule que du genou. Ce serait donc un mode de contraction intéressant pour diminuer les douleurs. Mais ça reste éloigné de la fonction de notre épaule et des mouvements dynamiques qu'on réalise avec cette dernière. Pour rappel, hein, l'isométrie, ça correspond au fait de contracter son muscle, mais sans réaliser de mouvement. La plupart des protocoles pour les tendinopathies vont démarrer au niveau 1 avec de l'isométrie, mais pour moi, c'est trop dépendant de chaque personne. Si on tolère bien le dynamique, on peut directement passer au dynamique. La phase de travail isométrique n'est pas forcément obligatoire. Par contre, si on est très irritable, le travail isométrique sera un outil de choix. On va donc se dire que les exercices qui suivent un mode de contraction isométrique constitueront le niveau 0 de notre rééducation. Je te donne un exercice isométrique pour chaque muscle clé, bien toléré par la plupart des patients que j'ai pu avoir en rééducation. Pour l'infraépineux, de la rotation externe contre le mur en isométrie avec adduction forcée, ça sera assez intéressant. Pour le supraépineux, le full can contre une table ou contre une barre. Pour le dentelé, du punch à l'élastique en fin d'amplitude. Et pour le trapèze inférieur, du Y en procubitus en isométrie. Pour tous ces exercices, je te conseille de les utiliser pour te désensibiliser ou désensibiliser tes patients si t'es kiné. L'idée, c'est de mettre une intensité de travail légère ou moyenne, mais un gros volume. Donc selon moi, il serait pertinent de les répéter plusieurs fois par jour. Je vais te conseiller de les reproduire 2 à 3 fois par jour d'ailleurs. Et pour ces exercices, je vais souvent demander 3 séries à chaque fois avec un temps d'effort aux alentours de 45 secondes et une intensité cotée à 6-7 sur 10. Une fois que ça va mieux, tu peux garder ces exercices en tant qu'échauffement pour une séance où ton épaule va être mise à rude épreuve. Comme tu le sais, les tendons sont davantage affectés par la charge, donc le poids et l'amplitude, que par le temps de travail. D'où l'importance de pouvoir vite se diriger vers la seconde phase où on va utiliser du vrai poids et surtout des mouvements dynamiques. Mais qui dit dynamique ne dit pas forcément ultra vitesse, au contraire. On va s'orienter sur des mouvements lourds et lents, heavy slow resistance comme disent nos amis les quinries. L'étude de Jacob Earp parue en 2016 nous montre d'ailleurs qu'un tempo serait préférable pour stresser le tissu musculaire et moins irriter le tendon en début de rééducation. Quand je parle de tempo, je parle de tempo plutôt lent. Sur tous ces exercices, la consigne sera donc de descendre sur 2 secondes, de faire une pause de 1 seconde en bas et de remonter sur 2 secondes sans pause en haut. Attention, ça va te cramer l'épaule. Je te propose 2 exercices pour chaque muscle. Pour l'infraépineux, on peut faire de la rotation externe
en R1 en latéraux-cubitus ou de la rotation externe en R2 à l'élastique. Pour le supraépineux, le full can passe très bien et le Z-press est un petit peu plus intéressant parce qu'on peut plus charger. Pour le dentelé, on va avoir du punch en décubitus ou des plus push-up bilatéral. Et pour le trapèze inférieur, on aura du Y ou des dips scapulaires. En termes de volume, je te conseille de choisir 2 à 3 exercices et de faire 3 à 5 séries de 10 répétitions en fonction de ce que tu es capable d'encaisser. 2 à 3 fois par semaine, ce sera vraiment bien. Le but, il reste assez précis, hein. On veut charger l'épaule sur une dominante d'hypertrophie, qui n'en a en réalité que le nom, pour apprendre à notre tissu à tolérer les contraintes et la charge progressivement, et commencer à développer notre force, parce que c'est la qualité physique reine, et son développement constitue d'ailleurs le niveau 2 de la rééducation. Donc maintenant, concentrons-nous sur la charge, la qualité gestuelle et la tension sur l'épaule. À toi d'utiliser les exercices qui te semblent les plus adaptés pour toi, parmi ceux que je viens de te présenter. Ensuite, l'idée sera progressivement de se rapprocher des 10 répétitions avec une charge plus élevée pour passer à cette fameuse étape numéro 2. Attends 2 secondes. Je vais juste faire un petit point disclaimer. Il faut pas oublier que chaque douleur est extrêmement singulière et personnelle. C'est difficile de généraliser sans faire un bilan précis, en présentiel ou à distance. Donc cette vidéo, elle ne vaut pas pour une consultation et je ne fais que te donner des conseils. Mais bon, si tu te testes sérieusement et que tu mets en place le process que je te propose intelligemment, ça devrait quand même sacrément t'aider. Et je peux pas résumer tout ce qu'on retrouve comme problématique sur l'épaule en 45 minutes. Je donne 2 formations de 14 heures chacune, uniquement sur l'épaule, tous les mois à des kinés diplômés. Alors tu te doutes bien qu'en si peu de temps, c'est très compliqué. Mais je relève pas trop mal le défi, à vous, non? Allez, revenons-en à nos exercices. Pour ce niveau 2, on va devoir développer la force maximale comme je viens de te le dire. Il va donc falloir charger les tendons et l'épaule avec du poids, du lourd quoi. Pour ça, on n'a pas 10 milliards d'exos, il faut aller au plus simple pour ajouter de la charge. Je te propose 2 exercices pour chaque muscle. Pour l'infraépineux, de la rotation latérale excentrique assis sera assez intéressant. Évidemment, on peut faire le concentrique si c'est un petit peu plus léger. Et les rotations cubaines à la barre, c'est vraiment l'exercice que je préfère. Pour le supraépineux, strict press et élévation latérale inclinée, ça fait largement le job. Et pour le dentelé, des plus push-up unilatéral et des push-up. Pour le trapèze inférieur, on va passer sur le I qui est un petit peu plus difficile et sur des scapula pull-up. L'idée, ce sera de faire 2 à 3 séances par semaine avec 3 à 5 séries de 5 à 8 répétitions en ayant 2 répétitions en réserve. Donc, ça va être lourd. Et il faudra donc bien se placer pour bien résister à la charge. Le tempo, il sera similaire au tempo du niveau précédent, sauf qu'on va essayer de commencer à être le plus rapide possible sur la remontée et que petit à petit, on gommera la pause en bas. On arrive donc à notre niveau 3 qui va correspondre à tout le travail de pliométrie. Ça va fortement charger le tendon. Mais il faut que ton tendon il soit capable d'encaisser cette contrainte, sinon on ne sera pas allé au bout de la rééducation et ce serait dommage. Le travail n'aurait été fait qu'à moitié. Le tendon il joue un rôle primordial pour restituer l'énergie élastique qui est accumulée dans le muscle à chaque lancer. C'est un exemple. Lorsqu'on étire puis qu'on raccourcit le muscle sur un shoot au hand ou un keeping pull-up au crossfit, le tendon va stocker de l'énergie potentielle élastique pendant la phase d'étirement et il va la restituer lors de la phase de raccourcissement. Ce phénomène il augmente le rendement musculaire par rapport à une contraction concentrique isolée. Donc en gros, on va pouvoir produire plus d'énergie, donc plus de puissance, plus de vitesse, que si on faisait une contraction concentrique sans étirement préalable. C'est ce qu'on pourrait qualifier de travail pliométrique. On étire, puis on contracte très rapidement. Pour travailler notre capacité pliométrique, nous n'avons pas beaucoup d'exercices pour l'épaule, mais je vais t'en donner 3 qui sont clés pour moi. Les pliométriques push-up, le drop and catch avec une balle et le keeping. On va vraiment se concentrer sur la qualité gestuelle et vu que ces mouvements sont assez contraignants, il faudra vraiment doser intelligemment. Je te conseille de choisir 2 exercices et de réaliser 2 à 3 séances par semaine, comme d'habitude, avec 3 à 5 séries de 8 à 15 répétitions qualitatives en mettant de plus en plus de vitesse tout en restant stable et propre. Plus on avance dans la rééducation, plus le temps un petit peu arrêté à la fin du mouvement devra être court pour vraiment produire plus de puissance et perdre moins d'énergie. Quand tu n'auras plus de symptômes sur ce genre d'exercice, tu auras presque fini le jeu. Mais avant de pouvoir éteindre la play, il va falloir te confronter aux critères de retour au sport. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est les critères que tu dois valider pour te dire « Ok, je suis prêt à reprendre le sport sans risque majeur de récidive ou de rechute. » En réalité, le mieux serait de ne pas arrêter le sport, mais de l'adapter en diminuant les mouvements trop douloureux et en conservant le reste pour éviter de se déconditionner et de perdre tous ces incroyables gains que tu as eu du mal à gratter depuis tant d'années. Mais une fois que tu as compris ça, pour reprendre ton sport à 100% en faisant très simple, il faudrait que tu coches toutes ces cases. D'abord, quasiment plus de douleur, voire plus du tout de douleur en fonction du contexte. Ensuite, une amplitude de mouvement dans tous les plans quasi égale au côté sain. Un niveau de force en rotation latérale et en abduction horizontale quasi égal au côté sain. Je te donne une idée, il faudrait que tu puisses faire au moins 25 répétitions en rotation externe, en R1, en latéraux-cubitus à 1 ou 2 kg en fonction de ton poids, sans douleur. Et pareil pour le Y ou le T avec plus léger, 500 grammes ou 1 kg de chaque côté évidemment. Il faut que tu n'aies pas d'appréhension à la reprise du sport. Tu peux évaluer ça facilement avec un petit questionnaire tout simple, le WOSI-FR, qui s'y prête plutôt bien. Que tu sois capable d'enchaîner 15 pompes sans douleur si tu es un homme, 5 si tu es une femme, 5 tractions strictes propres si tu es un homme, 1 si tu es une femme, et que tu puisses passer 5 répétitions à 25% de ton poids de corps en rotation cubaine à la barre, ça ce serait top. Et je t'entends déjà,
Ouais, mais c'est trop dur pour moi. Évidemment, ça dépend de ta pratique sportive. Si tu fais du curling, ces exercices ils sont pas très adaptés. Mais tu vois l'idée. Et dernier point, que tu sois capable d'effectuer le geste spécifique à ton sport, sans douleur, sans limitation et sans appréhension. Il va donc falloir recharger progressivement le geste problématique. Imaginons que tu aies mal sur les développés couchés. On pourrait continuer à entraîner ta capacité de pousser horizontale en commençant par un exercice plus simple en termes de tension et d'amplitude, et qui est le floor press. Puis on progresserait avec du développé couché aux haltères en limitant l'amplitude, puis la même chose en amplitude complète. Les haltères sont intéressants parce qu'ils nous permettent plus de liberté dans le mouvement. Puis on continuerait avec la barre en amplitude limitée en fonction de tes symptômes, puis avec la barre de manière classique. C'est un exemple, mais c'est que du bon sens selon moi. Si tu as respecté tous les points précédents, tu es quasiment sûr de valider tous les critères et de pouvoir reprendre ton sport en sécurité. Pour résumer cette longue vidéo, déjà, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de remède miracle pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et que le repos est vraiment ton pire ennemi. C'est même un faux ami, le genre d'ami qu'on déteste, quoi. Cette pathologie demande du temps, de la patience et surtout de la constance. Et il faut suivre un plan précis comme j'ai pu te l'expliquer dans cette vidéo. Le but sera de recharger progressivement les tissus, coiffe et bourse sous-acromiale pour les rendre plus forts et plus résilients. Mais pour ça, il faudra gérer de manière optimale ta charge d'entraînement et ta récupération. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Ce sont des douleurs dont sont victimes plein de sportifs et de non-sportifs. Parce que oui, il y a plein de gens qui font pas de sport qui ont mal à l'épaule. Il y en a peut-être même plus que des sportifs d'ailleurs. C'est vraiment très fréquent. Et d'ailleurs, si tu veux encore plus de détails au sujet des blessures et mes meilleurs conseils pour t'en sortir, tu peux télécharger gratuitement le kit du sportif sans douleur. C'est un guide qu'on a créé avec toute l'équipe Training Therapy pour t'aider à venir à bout de tes douleurs, limiter le risque de blessure, optimiser ta récupération et augmenter tes performances. Bref, ce qui se fait de mieux pour tout sportif qui souhaite performer sur le long terme et être en bonne santé. Le lien est en description. Et si t'as kiffé la vidéo, je me suis donné du mal, t'as vu? N'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Ça permet de booster l'algorithme sur YouTube et c'est un super moyen de nous soutenir gratuitement. Franchement, ne néglige pas ça, ça nous aide de ouf. Merci d'avance à toi, t'es au top. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Peace!